Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Association des blogueurs du Burkina, chers partenaires du programme Initiative Espace Civique, entendez par là les partenaires qui sont de DECAF et du Royaume de Belgique, chers blogueurs et blogueuses, chers journalistes, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce troisième dialogue numérique organisé par l'Association des blogueurs du Burkina dans le cadre du projet Initiative Espace Civique. Le rapport digital 2025 Burkina Faso révèle que 5,75 millions de Burkinabés utilisent Internet, dont 3,4 millions sont sur les réseaux sociaux. Ces plateformes deviennent des sources d'informations majeures, mais aussi des espaces marqués par la désinformation et les discours de haine, menaçant la démocratie et la cohésion sociale. Pour y remédier, le projet Espace Civique est lancé par un consortium d'OSC. L'ABB y participe à travers le projet Promotion de l'éducation citoyenne et numérique, soutenu techniquement par des CAF et financièrement par le Royaume de Belgique, afin de sensibiliser et de responsabiliser les citoyens face aux enjeux du numérique. Donc ce soir, nous avons décidé de faire une communion d'échanges. Et il n'est plus à vous rappeler que ce projet-là, qui vise à faire la promotion d'une citoyenneté active, responsable et inclusive à travers l'éducation numérique et le dialogue, est en tout cas à une deuxième phase, puisque l'année 2024, on était ensemble ici, dans les mêmes conditions. Donc, dans le cadre de ce projet, les dialogues numériques occupent donc une place centrale. Après les premiers rendez-vous, comme je dis, en 2024, nous voici ce soir au troisième rendez-vous, au troisième dialogue numérique, qui va nous permettre d'aborder un sujet à la fois sensible et, je dirais, stratégique. Cohésion sociale au Burkina Faso, quelle contribution des femmes dans un contexte de crise politique et sécuritaire? Il s'agit d'une question essentielle. Dans un pays où les tensions sociales et la désinformation prennent de l'ampleur et où la voix des femmes, pourtant actrices clés du vivre ensemble, reste encore trop, je dirais, peu audible dans l'espace numérique. Et pour décortiquer cette thématique, nous aurons ce soir, pour ne pas dire que nous avons déjà la présence de Madame Nabaloum Yuma Aminata. Elle est administratrice des affaires sociales. Elle est chef de service de planification et de suivi, évaluation au secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre ensemble du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Donc, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet de ce soir, nous allons, je pense bien, remettre la parole au chef de famille de l'ABB. Je vais parler du président du conseil d'administration, Monsieur Kambou Gabriel, pour qu'il puisse nous souhaiter la bienvenue. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à Madame. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Association des blogueurs du Burkina pour échanger ensemble autour de ce thème combien important. Et nous vous remercions d'avoir accepté de faire le déplacement pour échanger avec nous. À toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ligne également, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à ce troisième dialogue numérique. Notre objectif, c'est toujours faire une contribution conséquente, une contribution de qualité donc, à la paix dans notre pays, au vivre ensemble, à la cohésion sociale
dans notre pays. C'est pour cela que nous avons toujours travaillé à former la jeunesse burkinabé à un meilleur usage des réseaux sociaux. Il est important qu'en ces temps de crise, nous puissions savoir maîtriser tout outil que nous avons entre nos mains ou dont nous avons la possibilité d'utiliser. Donc, ce soir, nous allons voir ensemble la contribution donc, des femmes dans la recherche de la paix, dans la recherche de la cohésion sociale, le retour de la sécurité dans notre pays. Nous savons combien cette moitié du ciel contribue. Et donc, nous allons voir aujourd'hui, est-ce que réellement les femmes sont aussi d'une très grande valeur contributive donc, à la reconquête de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. C'est un échange fraternel que nous souhaitons, convivial, en tout cas qu'au sortir de cet échange, on puisse savoir comment aider davantage à la reconquête du territoire et à la construction de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Donc, nous vous souhaitons de bien suivre et de poser des questions qui valorisent l'homme avec grand H et des questions aussi qui font avancer notre pays dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. En tout cas, bonne séance à vous et bonne séance à madame. Rassurez-vous, c'est des hommes et des femmes de valeur, amoureux de leur pays qui vous écoutent ce soir. Je veux vous demander tout simplement d'applaudir pour le message du président. Il a dit, c'est notre façon de contribuer à la reconquête du territoire. Et cela ne peut se passer sans la cohésion sociale. Donc, je pense que nous allons ensemble écouter, interagir et réfléchir à des solutions pour renforcer la cohésion sociale à travers, bien sûr, une meilleure valorisation de l'engagement féminin dans les sphères citoyennes et numériques. Mais je vais demander une fois de plus, pour attirer votre attention, il faudrait que nos actions puissent impacter. Et pour que ça impacte, nous, blogueurs, nous, influenceurs, nous, journalistes, nous, activistes, nous devons faire notre travail. Et notre travail, c'est tout simplement de tweeter, de produire du contenu de ces échanges-là sur nos plateformes afin que celui-là qui est à Fada ou celui-là qui est dans la boucle du Mouhoun puisse en tout cas avoir l'information qu'il faut sur la cohésion sociale. Donc, je vais tout simplement passer la parole à madame pour qu'elle fasse son entrée en matière et voilà sa communication. Merci à vous, modérateur. J'avoue qu'en tout cas, c'est un plaisir pour moi, en tout cas, d'aborder en tout cas cette thématique qui parle de la cohésion sociale et notamment qui fait cas de la contribution de la femme dans cette cohésion sociale tant recherchée par notre cher pays. Donc c'est comme c'est que, je sais pas, c'est le président. Voilà, le président venait de le dire. Et je pense que la contribution de la femme n'est plus à démontrer. Peut-être ce qui reste à faire, c'est de renforcer l'implication de, en tout cas, la femme, renforcer la participation de la femme, en tout cas dans la cohésion sociale. Et pour, en tout cas, nous entretenir ce soir, il faut dire que nous allons aborder 4 grandes parties. Pour qu'on puisse rentrer, en tout cas, dans le but du sujet, il faut qu'en tout cas, il y aura une définition de quelques concepts en lien avec la cohésion sociale. Ensuite, nous aurons en tout cas abordé l'impact de la crise sécuritaire et politique sur la cohésion sociale et les femmes. S'en suivront le rôle et les initiatives de la participation des femmes aux actions de paix et de sécurité, et également aborder les mécanismes de renforcement de la participation des femmes au processus de paix et de sécurité et de la réconciliation. En guise d'introduction, bon, il faut dire que ce n'est pas nouveau, on le sait tous. Depuis 2015, le pays fait face à une crise, en tout cas sécuritaire, en tout cas marquée par des attaques terroristes, des déplacements massifs des populations, instabilité politique,
bon, dû au coup d'État que nous savons, différents coups d'État, cette situation a profondément fragilisé la cohésion sociale et les dynamiques communautaires. Si on se réfère en tout cas au recensement général de la population de 2019, en tout cas, il fait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, à hauteur de 51,7% en termes de représentation. Et si vous prenez également les données du secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, il est fait mention que sur les 2 millions, plus de 2 millions de personnes déplacées, il y a 52,75% de femmes et 58,50%. Alors on se demande, dans cette situation où les femmes et les enfants sont plus vulnérables, quelles peuvent être leurs contributions, quelle peut être la contribution des femmes dans cette cohésion sociale. Et pour parler de cohésion sociale, il faut dire qu'on ne peut pas parler de cohésion sociale sans ne pas aborder certains concepts tels que la tolérance, le vivre ensemble, la cohésion sociale elle-même, la radicalisation et l'extrémisme violent. Quand on parle de la radicalisation et de l'extrémisme violent, voilà deux phénomènes vraiment qu'il faut. Si on veut aller à la cohésion sociale, il faut vraiment venir à bout de ces deux phénomènes. Je parle de la radicalisation et l'extrémisme violent. Pour venir à la définition de la cohésion sociale, il faut dire qu'en 2021, le gouvernement en tout cas avait adopté une stratégie nationale de cohésion sociale. Et partant de cette stratégie, la définition qui est arrêtée est que la cohésion sociale est le vivre ensemble harmonieux et paisible des communautés qui permettent un accès équitable aux ressources, cultivent les valeurs collectives partagées, c'est-à-dire l'intégrité, la solidarité, la tolérance, dans le respect des droits humains, des droits et institutions de la République, tout en réduisant bien sûr les inégalités sociales. Ça, c'est la définition arrêtée dans la stratégie nationale de cohésion sociale. Et cette stratégie a pour vision qu'à l'horizon 2025, que le Burkina soit un Burkina uni, solidaire et prospère, où tous les fils et filles travaillent à promouvoir et consolider la cohésion sociale et l'unité nationale pour un développement durable, en tout cas d'ici 2025. Si on parle de ces deux, en tout cas, définitions, on peut se dire que la cohésion sociale favorise l'intégration des individus, leur attachement au groupe et leur participation à la vie sociale. Et les membres partagent un même ensemble de valeurs et de règles de vie qui sont acceptées par chacun. L'existence des conflits sociaux, mais il faut remarquer que l'existence des conflits sociaux ne signifie pas nécessairement l'absence de cohésion sociale. Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits sociaux qu'il y a absence de cohésion sociale. Voilà. Alors, parlons du vivre ensemble. C'est comme je le disais, la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble aussi s'entend au Burkina Faso comme étant un état d'esprit et de vie harmonieux. C'est un processus dynamique par lequel les hommes et les femmes d'un même groupe, d'une structure, d'une communauté, d'une société ou de la nation s'acceptent dans leur diversité, se respectent mutuellement et partagent des valeurs communes de coexistence pacifique pour vivre ensemble dans une société de paix et de prospérité. Il implique entre autres une quête permanente d'inclusion, de solidarité, de tolérance, d'empathie, de liberté consacrée, de discipline, de civisme, d'équité, de partage, de responsabilité, d'alliance interethnique, de sentiment d'être considéré et d'appartenir à une communauté de destin, d'un climat de confiance entre acteurs et de bonne gouvernance. On ne peut pas parler de vivre ensemble si nous ne pouvons pas nous accepter mutuellement. Parler de vivre ensemble si on ne peut pas tolérer. Il faut accepter que l'autre ait une vision différente de la mienne. Accepter que l'autre ait un avis différent du mien. Accepter que l'autre se comporte d'une autre manière que moi. S'accepter mutuellement. Si on veut vivre ensemble, il faut qu'on s'accepte mutuellement. Voilà. Parlant de la tolérance, comme je le disais, se tolérer, c'est vraiment se respecter, s'accepter mutuellement, apprécier la richesse que l'autre a, la diversité des cultures dans notre monde. Ce n'est pas parce que peut-être mon voisin, peut-être c'est pas Peul, ou bien peut-être moi je suis Mossi, et que peut-être dans ma culture, il y a certains trucs peut-être qu'on n'accepte pas, que je dois forcément les transmettre à mon voisin. Il faut que j'accepte
la personne que mon voisin est. Il faut que j'accepte la qualité que mon voisin a. Il faut que j'accepte les insuffisances, les faiblesses que mon voisin a. Si ça c'est fait, alors je peux parler de vivre ensemble. Voilà. La pratique de la tolérance aussi signifie donc que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Et que nul ne doit imposer ses opinions à autrui. C'est pas parce que je ne suis pas peut-être d'accord que mon voisin, peut-être, je ne sais pas moi, quel exemple je peux prendre? Peut-être parce que mon voisin peut-être veut que peut-être ses enfants soient peut-être scolarisés. J'ai un exemple. Hein. Peut-être mon voisin veut que son enfant soit scolarisé et que peut-être moi je ne veux pas que mes enfants soient scolarisés. Que je dois imposer ça à mon voisin. Je dois amener mon voisin à prendre confiance, à prendre conscience que éduquer ses enfants est une bonne chose, mais pas l'imposer, lui imposer en tout cas mes choix ou bien mes convictions. Amener mon voisin à changer de comportement. L'amener à prendre conscience qu'il espérait sur le mauvais chemin et qu'il doit être sur la bonne voie, sans le forcer. Voilà. La tolérance est donc une vertu qui rend la paix possible. Nous avons des valeurs de tolérance qui méritent quand même d'être dynamisées. Si on repense en tout cas à la parenté à plaisanterie, ou bien peut-être à l'alliance à plaisanterie, je ne sais pas s'il y a des moiras il y a des moussis dans la salle. Nous, on a connu par exemple les abendés là, ou par exemple nos mamans, pour taquiner en tout cas leurs beaux-frères, utiliser l'eau. Peut-être elle peut demander, par exemple, si tu ne me donnes pas peut-être 1000 francs, je vais verser l'eau sur toi. C'était quand même, en tout cas, ces instances-là permettaient quand même qu'il y ait, en tout cas, ça nous permettait de régler nos conflits, de régler les mésententes. Alors que bon, c'est des valeurs quand même qui tendent à disparaître. C'est quand même nécessaire quand même qu'on revienne sur ces valeurs quand même qui va nous aider quand même en tout cas à gérer nos conflits. On est né dans ça, on est né trouver ça. Si c'est des qualités, il va falloir qu'on revienne sur ça. Voilà. Je ne vais pas parler aussi de tolérance, ça n'est pas de cohésion sociale, et puis ça n'est pas parler aussi de la réconciliation. Voilà. La réconciliation, je ne sais pas si voilà, les gens se rappellent, le Premier ministre dans sa déclaration parlait de réconciliation des cœurs. C'est vrai, il y a eu des crises sociopolitiques au Burkina qui ont vraiment... Il y a eu des victimes, il y a des gens qui ont subi des préjudices, qui sont en quête de justice. Et est-ce qu'on peut parler de justice aussi s'il n'y a pas ce volet, en tout cas, se réconcilier? Même si la justice est rendue et qu'on n'est pas réconcilié, bon, à quoi ça sert aussi? Donc la réconciliation est un processus inclusif et participatif consistant d'une part à la reconnaissance d'une ou de plusieurs violations causées par un acteur ou un groupe d'acteurs ayant porté atteinte à l'intégrité physique et morale d'autrui, à des intérêts privés ou publics, et d'autre part à la réparation des torts commis et à l'engagement de la vérité, la justice, le pardon, afin d'éviter de commettre les mêmes violations et de préserver de manière durable la cohésion sociale dans le respect bien des valeurs culturelles que des valeurs républicaines. C'est une définition issue de la stratégie nationale de la réconciliation, élaborée en 2022. Voilà. Donc, je vais aborder également la radicalisation dont je parlais tantôt. Parce que si on veut aboutir à la cohésion sociale, il va falloir voir à la réconciliation, il va falloir vraiment bannir en tout cas de nos sociétés ce qu'on appelle la radicalisation et l'extrémisme violent. Et c'est quoi la radicalisation? La radicalisation, c'est le processus par lequel un individu ou un groupe d'individus adopte une position extrême et ne goûte pas les autres, ancré sur son idée, intransigeant, quelqu'un qui est figé sur ses opinions et ne considère pas celles des autres. Ça veut dire qu'il a une idée arrêtée d'une chose, il veut imposer ça aux autres. Et tant que les autres ne raisonnent pas comme lui, ça pose problème. Voilà. Pourquoi forcer quelqu'un à peut-être réfléchir comme moi, peut-être agir comme moi? C'est pas simple. Et l'extrémisme violent, c'est vraiment l'expression violente de la radicalisation. Ça veut dire que si la personne ne veut pas faire comme moi, la personne ne veut pas faire comme je veux,
je force la personne par une manière forte ou violente à être comme moi ou bien à faire comme moi. Et c'est ça l'extrémisme violent, l'expression violente de la radicalisation. Celui qui est prêt vraiment à aller jusqu'au bout, même s'il faut sacrifier des vies pour imposer sa position idéologique, religieuse ou autre. C'est également une définition. Il y a une stratégie nationale aussi de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Burkina. Ça a été élaboré en 2021. La définition est issue de cette stratégie. Donc, après les définitions des concepts, nous allons passer maintenant à l'impact de la crise sécuritaire et politique sur la cohésion sociale et les femmes. On le disait tantôt, avec ces crises, les femmes ont subi quand même des violences, soit du fait peut-être qu'elles ont été des témoins de massacres, soit elles ont été contraintes de fuir leur village de force. Parce que quand on est né dans un village et qu'on a grandi dans ce village et qu'on a même fait ses projets dans ce village et qu'on se voit un jour quitter de force ce village en tout abandonnant, ce n'est pas du tout simple. Voilà. Donc les femmes sont particulièrement exposées à la crise actuelle. Et également, c'est vraiment avec regret, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des femmes qui sont enrôlées, des femmes qui servent de renseignement. C'est regrettable, mais sans doute peut-être qu'elles le font de force. Voilà. Il y a aussi l'effritement des liens de solidarité dus à la perturbation des structures communautaires traditionnelles. C'est comme je le disais, peut-être au sein de mon village, on avait peut-être une cellule de solidarité où on arrivait quand même à gérer peut-être nos problèmes. Mais du coup, avec les déplacements forcés, on doit tout abandonner. C'est comme si c'est un recommencement, puisqu'on va aller vers une autre localité. Il y a également le phénomène de mendicité. Vous aurez remarqué dans les grandes villes, comme Ouaga, Bobo, ça ne manque pas. C'est vrai que ça a diminué, mais il fut en tout cas un moment où en tout cas, les villes étaient vraiment envahies de mendiantes, si on peut le dire, avec des enfants, vraiment exposés, parce qu'au bord des goudrons, vraiment exposés à tout. Il y a également, on peut le dire, je n'aime pas utiliser marginalisation, mais je vais dire l'insuffisance même de participation des femmes là, au processus de décision. Voilà. Parce que quand on part sur la base que la femme peut contribuer à la paix, il faille quand même qu'elle soit en tout cas largement représentée dans ces instances-là pour qu'elles puissent avoir en tout cas leur avis aussi à donner à ce sujet. Il y a également le manque de ressources et de reconnaissance de leur rôle dans la paix et la cohésion sociale. C'est vrai, une chose est de reconnaître leur rôle, mais si elles n'ont pas les moyens pour mettre en application ce qu'elles savent, ça pose problème. Parlons maintenant du rôle et les initiatives de participation des femmes aux actions de paix et de sécurité. C'est comme on le disait, le rôle de la femme n'est plus à démontrer. L'histoire même, en tout cas, l'histoire même en parle largement. Quand on remonte à l'histoire qui nous parlait des Amazones du Bénin, il y a même la reine Pokou en Côte d'Ivoire. Il y a un dessin animé qui passe actuellement sur ça, qui démontre en tout cas que c'était des guerrières, en tout cas des femmes vraiment, c'est des médiatrices, en tout cas qui voulaient la paix dans leur contrée. Il y a même la princesse Jimbi Ouattara, la princesse Nyenenga, les Amazones de la Guinée, j'en passe. Quand on se réfère également au recensement général de la population de 2019, il est fait mention que les femmes gèrent mieux, il est fait mention que les femmes sont mieux vulnérables que les hommes et qu'elles gèrent mieux les foyers que les hommes. C'est ce qui est dit dans ce rapport. Et cela met en exergue le sacrifice et le choix de la femme à faire passer l'intérêt de sa famille avant le sien. Voilà. Les femmes, quand une femme en tout cas désire de faire le bien, elle le fait correctement. Et quand elle décide aussi de faire le mal, excusez-moi, mais c'est pour ça que mieux vaut l'avoir comme allié de paix que de l'avoir comme allié de guerre. Voilà. Donc, pour parler du rôle et des initiatives, nous allons le faire à 3 niveaux. On va commencer par le niveau de la cellule familiale. À ce niveau, ce n'est plus à démontrer. On sait que la femme joue un rôle de transmission des valeurs sociales de paix et de cohésion sociale, surtout aux enfants.
c'est les conseillères, c'est les médiatrices, c'est les conciliatrices. Elles sont des véritables passerelles entre les communautés et représentent les artisans de la paix au sein même de la cellule familiale et de la société. Également, elle est la mémoire des communautés car elle observe, elle enregistre, elle encaisse, applique et oriente, en tout cas via l'éducation des enfants. Ça veut dire que si vous violentez une femme là, puisque c'est elle qui est... Je ne veux pas dire que l'homme n'est pas impliqué dans l'éducation des enfants, mais c'est elle qui est plus en contact avec les enfants. Ça veut dire que quand vous transmettez de la violence, vous voulez qu'on ait quoi? C'est des futurs aussi, peut-être, comment ça? Des enfants qui vont avoir de la violence en eux et qui auront, en tout cas, seront tentés également de transmettre ça de génération en génération. Donc, c'est comme je le disais, vaut mieux l'avoir en paix qu'en guerre. Donc, par ailleurs, la femme en tant que mère, tante, sœur, épouse, fille, nièce, belle-fille, petite-fille, est celle vraiment à laquelle il est fait recours au quotidien pour des conseils ou pour même aider à réconcilier à travers la médiation et son rôle, même si son rôle reste un peu invisible et peut-être banalisé, n'empêche qu'elle soit porteuse du vivre ensemble. Au niveau communautaire, il y a par exemple l'arbre à palabres, qui peut être, c'est un cadre d'organisation de débats contradictoires, d'expression d'avis, de conseils, de déploiement de mécanismes divers et de dissuasion et d'arbitrage. Et nous pensons que ce cadre-là, en tout cas, on peut utiliser ces cadres pour que les femmes, si ces femmes sont représentées dans des espaces de dialogue-là, elles peuvent donner leur avis, elles peuvent aussi donner des orientations. Donc, c'est vraiment des cadres aussi à saisir. On sait que c'est au niveau communautaire. En tout cas, c'est endogène. On peut l'utiliser. En tout cas, pour que les femmes puissent jouer leur rôle pleinement. J'ai pris également... C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a tellement de cultures au Burkina. Et peut-être, des fois, il y a des similitudes, il y a aussi des divergences. Donc, ce n'est pas évident que ce soit les mêmes partout. Donc, j'ai pris ici la culture Wemba. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Voilà, qui est vraiment un médiateur traditionnel du Mogo, où la tradition orale enseigne que la médiation est née par la volonté du Naba Oubri. Ce dernier avait fait le constat que dans sa patrie, les conflits là, dans son royaume, les conflits étaient légion et la haine persistait même après résolution des conflits. Alors, il a souhaité que son dernier héritier là, son dernier enfant soit nommé médiateur. Amoré qu'on dit Soukwata, et de tous les royaumes Moara, son nom c'était Wilib Zanga, qui signifie être au-dessus de tout, le dernier recours. Maintenant, après sa mort, on a constaté que le dernier était une femme du nom de Poko, donc qui était déjà mariée. Maintenant, comment il faut faire? Il fallait rappeler Poko pour qu'elle revienne dans le royaume de son papa, pour qu'elle soit intronisée et jouer son rôle de médiateur. Donc, c'est parti d'elle. Voilà. Et le nom, comme du fait de retourner, ça veut dire du fait de quitter son mari, la cour de son mari pour la cour de son papa, elle fut nommée en tout cas Wemba. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on dit Wemba, il y a une autre connotation. Mais le sens ici, c'est vraiment en termes de médiation et pas en tout cas peut-être une femme légère. Voilà, c'est vraiment pour la médiation. Donc, elle a bénéficié vraiment de cette liberté d'action qui lui permettait de déployer, en tout cas, son rôle dans tous les royaumes de conciliation et de médiation. Donc, en tout cas, il est dit que c'est à partir de la 11e génération que, en tout cas, le sexe des enfants là, c'est devenu un homme. À partir de la 11e génération, en tout cas, ça fut un homme. Alors, du nom de... J'oublie son nom tout le temps. Donc, lui, il a décidé... À partir de lui décide que tous les enfants issus là, de Wemba là, seront tous des médiateurs. Tous les enfants issus de lui seront des médiateurs, que tu sois femme ou homme. Donc voilà quand même une histoire qui nous rappelle le rôle, la place que la femme vraiment joue dans la médiation, dans la cohésion sociale, qui, en tout cas, je pense que ce n'est pas à délaisser. On peut, en tout cas, c'est des mécanismes endogènes qu'on peut, en tout cas,
continuer, en tout cas, je veux dire, en tout cas, faire renaître. Ça se fait déjà même parce que on travaille beaucoup avec les Wemba. Au Burkina, en tout cas, ils arrivent quand même à résoudre des conflits qui datent, où les gens même ne savaient pas que, en tout cas, ils allaient pouvoir, en tout cas, résoudre ces conflits. Mais eux, ils arrivent quand même à... Parce que eux, c'est les membres des ancêtres qu'ils invoquent. Donc, on ne peut pas te demander pardon en évoquant les membres des ancêtres et puis tu vas refuser. Voilà, la conséquence, on sait tous. Donc, ils arrivent quand même à faire ça. Il y a également les Amazones de la cuisine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Depuis 2019, le gouvernement a identifié dans chaque province, chaque région, une Amazone de la cohésion sociale. Donc, elles sont au nombre de 58. Donc, les 58, là, chacun a son plan d'action en matière d'information, de sensibilisation. En tout cas, ça veut dire que chacun est chargé de gérer sa région ou bien sa province en fonction de son plan d'action. Et c'est comme elles sont au nombre de 58. Donc, elles sont vraiment impliquées dans la cohésion sociale. Voilà encore une fois de plus qui montre que la femme n'est pas en marge de la cohésion sociale, elle est vraiment impliquée. Donc ces Amazones sont vraiment des femmes leaders, des relais de l'administration, chargées, comme je disais, de mettre en œuvre des actions de construction et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. C'est cette abnégation et ce courage des femmes-là qui sont utilisés, non pas pour combattre, mais pour un autre objectif, c'est de faire quoi? Promouvoir la cohésion sociale au sein de la société. Donc ainsi, elles mènent des activités d'information, d'éducation, de communication, pour vraiment un changement de comportement en vue du renforcement, en tout cas, de la participation, de la prévention, de la participation de la femme à la cohésion sociale, et puis aussi prévenir les conflits et la transmission des valeurs communes de vivre ensemble dans leurs localités respectives. Il y a également, en 2022, une résolution, en tout cas, du système des Nations Unies, qui porte sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il faut dire qu'au niveau du ministère, même en charge de l'action humanitaire, il y a cette direction-là, une direction chargée de mettre en œuvre cette recommandation Femmes, Paix et Sécurité-là. Ça a été lancé en 2022. Et son rôle, c'est de renforcer vraiment le rôle et la contribution des femmes à l'édification de la paix et de la cohésion sociale. Il est axé sur 4 piliers. C'est prévenir les conflits, la participation des femmes dans la gestion des conflits, la protection de leurs droits et la réhabilitation des femmes et des filles victimes de violences. Il vise à faire des femmes et des filles des actrices dynamiques au cœur de la médiation et de la consolidation de la paix au sein de leur région. Il y a également les champs de paix. Je sais que dans les zones de retour, les femmes-là s'organisent, en tout cas dans certaines localités, les femmes s'organisent autour des champs de paix. C'est des espaces qui les permettent, c'est les femmes déplacées, je vais dire. C'est des femmes qui, en tout cas en collaboration avec les communautés hautaines. En tout cas, elles s'organisent autour d'activités agricoles et sociales. Et c'est vraiment dans le but de leur réinsertion socio-économique. Et ces champs aussi les permettent, c'est des champs, on appelle ça des champs de paix. Voilà, le fait d'être ensemble, peut-être cultiver ensemble, récolter ensemble. Voilà, alors tout en sachant qu'on est peut-être issus de localités, peut-être d'ethnies différentes ou de localités différentes, c'est quand même des mécanismes à explorer. Il y a également ce qu'on appelle les cercles de paix. Il faut dire qu'au Burkina, c'est, comment je vais dire, en expérimentation. Voilà, il y a quelques agents qui ont été formés dans ce sens, puisque c'est vraiment des outils de gestion pacifique de conflits centrés sur l'individu, la femme ou la fille. Et l'objectif, c'est de casser les chaînes de haine et de vengeance pendant ou post-conflit, à travers la guérison, bien sûr, des blessures profondes et la reconstruction des réseaux de femmes et de filles, victimes ou non, vectrices de pardon et d'amitié. Il y a aussi, ça peut se remarquer aussi à travers les associations de femmes. Aujourd'hui, il y a des réseaux de femmes, des associations de femmes vraiment engagées, en tout cas, dans la consolidation de la paix et la sécurité. Ce que nous préconisons aussi comme mécanisme de renforcement pour renforcer la participation des femmes au processus de paix, de sécurité et de réconciliation. Nous savons déjà, c'est comme je le disais, l'organisation sociale là, prévoit plusieurs mécanismes traditionnels de règlement pacifique des conflits que les femmes peuvent utiliser. Je parlais tantôt de la parenté à plaisanterie, l'alliance à plaisanterie qui est depuis des générations le socle de la cohésion sociale entre les familles. Ça permet de désamorcer les crises
dans plusieurs groupes ethniques aussi, tels que les Mossé, les Peuls, tantes paternelles. En tout cas, elles jouent un rôle de conciliatrice dans les situations de conflit au sein des familles. Et ce rôle-là de médiation et de conciliation reconnu et accepté peut être étendu à l'échelle des conflits communautaires et de la réconciliation. Il y a également les femmes issues des castes de griots et de forgerons qui jouent également un rôle similaire dans certaines communautés telles que, bon, si vous partez au sud-ouest, beaucoup du monde, Cascade, j'en passe. C'est une chose vraiment qui peut renforcer les liens entre les communautés. Donc c'est vraiment un appel au retour à nos valeurs culturelles, à nos valeurs endogènes qui nous permettaient de gérer nos conflits, peut-être à travers des plaisanteries, ou même en tout cas, même si c'est de façon sérieuse, ça va se gérer au sein de la famille ou bien au sein de la communauté. Voilà. Il faille aussi renforcer les capacités des femmes. C'est vrai, on reconnaît leur rôle, mais pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle, il faut des formations en médiation, en gestion de conflits, en leadership. Communication, c'est vraiment essentiel pour outiller la femme afin de jouer pleinement son rôle. Il y a également les partenariats stratégiques. Je vais parler des collaborations entre les organisations de femmes, les ONG, les institutions gouvernementales et les acteurs internationaux qui peuvent offrir un soutien, que ce soit en termes de logistique, technique ou bien financier aux initiatives locales. Il y a également la promotion des réseaux de solidarité. Voilà, il y a des réseaux régionaux, nationaux qui permettent quand même de mutualiser les expériences, les ressources et d'accroître l'impact des actions menées en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il parlait tantôt la mise en valeur des savoirs et pratiques traditionnelles féminines de préservation de la paix. C'est des potentiels à utiliser. Le renforcement des effectifs des femmes aussi et des filles dans les opérations de maintien de paix, de sécurité et des rangs des forces de défense et de sécurité. Si nous partons sur la base que c'est les porteuses de vivre ensemble, de paix, de cohésion sociale, on s'est dit aussi que si, en tout cas, on renforce les effectifs dans ces rangs-là, ça ne sera sans doute pas pour, en tout cas, la guerre, mais vraiment pour un objectif donné. C'est la cohésion sociale, c'est la paix. Il y a également le soutien des initiatives en faveur de la paix et des processus de résolution des conflits pris par les femmes au niveau local. Si on renforce ces initiatives, ça va les permettre aussi d'être opérationnelles. Et également renforcer la résilience de la femme et de la jeune fille dans les zones à fort déficit sécuritaire. Voilà. Pour conclure, nous disons que la cohésion sociale s'est effritée depuis quelques années et la reconstruction ne saurait se faire sans l'implication des femmes. Elles sont chargées de relayer les informations relatives à la cohésion sociale, de contribuer à la sensibilisation des populations à la base, de constituer le relais sur le terrain auprès des populations. C'est pourquoi elles doivent être des aiguilles pour coudre le tissu social qui s'est déchiré à travers d'actions d'éducation, de sensibilisation, afin de ramener le vivre ensemble dans le pays. Pour que cette dynamique soit pleinement efficace, il est crucial d'investir dans leur formation, de favoriser leur accès aux outils et aux ressources nécessaires et de renforcer leur rôle dans les processus de décision de paix et de réconciliation. Je vais terminer avec quelques assertions de Mère Thérèse que j'aime bien, qui dit que si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, alors la paix viendra. Si l'injustice qui frappe les autres te révolte, autant que celle que tu subis, alors la paix viendra. Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, alors la paix viendra. Si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Que la paix revienne au Burkina Faso, notre chère patrie. Je vous remercie. C'est quelques informations que j'avais à partager avec vous. Il faut dire que, en tout cas, je pense que d'une manière ou d'une autre, chacun a des notions sur la cohésion sociale. C'est en quelque sorte un partage d'expérience et de connaissances. Donc, je reste à l'écoute s'il y a des informations à compléter ou des zones d'ombre à éclaircir. Merci. Merci beaucoup à la communicatrice du jour. Nous allons encore l'ovationner, s'il vous plaît. Oui, vous êtes bien dans le temps.
Merci beaucoup pour le respect du temps. J'allais commencer en disant, tout simplement, je vais voler une de vos citations. Les femmes doivent être des aiguilles pour coudre les tissus déchirés au sein de la société. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que nous avons vu que la cohésion sociale ne se décrète pas. Elle se construit au quotidien avec la participation de tous et surtout de toutes. Les femmes, en tant que mères professionnelles, citoyennes, activistes, sont tout simplement au cœur des dynamismes, je dirais, des dynamiques, en tout cas communautaires. Et leur implication est essentielle pour retisser les liens là où ils ont été tout simplement fragilisés. Donc, après avoir écouté, je pense que si vous avez des questions, ou du moins, il y a des gens qui ont des contributions, et ça sera l'occasion pour nous de vous tendre le micro. Mais avant, nous allons nous adresser également à nos followers, ainsi que ceux qui nous suivent via la page Facebook de l'Association des blogueurs du Burkina. Vous avez également la possibilité de laisser vos questions dans la plateforme ou du moins vos contributions qu'on pourra partager ensemble. Donc, je pense que nous allons ouvrir une première liste et en fonction de cette première liste, on verra si on aura une seconde. Ainsi donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'inscrire sur cette première liste? La liste est ouverte. Non. OK. Le nom? Bon. Mandiobiga Umpunini. On ne peut pas écrire, on va écrire Dieudonné. Parce que ça veut dire Dieudonné. C'est mon serviteur, pour ne pas dire esclave. Voilà, de l'Est. Comme on parlait de parenté à plaisanterie. Voilà. Une autre personne voudrait bien, OK, monsieur Diabaté Suleiman, c'est ça? Diabaté Suleiman. Si quelqu'un est derrière le caméraman, qu'on me signale. OK, il y a monsieur Zongo Donatien. Monsieur Sanfo, un des maîtres de l'Est, puisqu'il est du Nord. C'est bon? OK. Donc, nous allons tout simplement arrêter la première liste à ces 4 noms. Donc, nous allons vous remettre le micro pour recueillir vos questions et vos contributions et revenir maintenant pour les échanges proprement dits. Ok, bonsoir chers participants, bonsoir chers panélistes. Je m'appelle Mandobiga Umpunini, je suis étudiant en Master 2, sémiotique et stratégie. Par ailleurs, je suis aussi assistant en communication. Merci pour votre belle présentation. Lors de votre communication, vous avez eu à évoquer plusieurs cas culturels dans nos cultures où les femmes ont des responsabilités. Elles peuvent contribuer à promouvoir la cohésion sociale. Je pose cette question pour savoir, aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, où certaines traditions sont reléguées au second plan, comment remettre ça en avant et aller dans chaque culture, coordonner tous ces savoirs-là, créer un cadre institutionnel où on peut dupliquer et enseigner les générations futures. Merci, c'était ma question.
Voilà. Donc, comment on peut ramener toutes ces traditions, les consolider, créer un cadre institutionnel où on peut enseigner les jeunes générations. Merci pour la parole donnée. Bonsoir à tous. Ok, merci pour la parole donnée. Et merci à madame pour la brillante présentation. Et je vais commencer par une contribution et puis terminer par une question. Maintenant, pour ce qui concerne la contribution, c'est vraiment sur la cohésion sociale. Bon, je prends l'exemple de chez moi, où nous sommes au nord-est, où c'est une zone frontalière entre le Burkina et le Niger. Donc, il y a des populations des deux pays qui se sont... En tout cas, on a presque toutes les ethnies du Burkina, brassage culturel, et bon, et tout le monde parle le foufoudé. Donc, quand un étranger arrive, il ne peut pas savoir que tout le monde n'est pas peul. Mais, malgré cela, les gens continuent à avoir les parentés à plaisanterie. Chacun connaît sa place. Mais on continue de vivre ensemble comme si on était la même chose. Donc, c'est vraiment un très bel exemple. Et avant même l'insécurité, nous, on ne croyait pas que l'insécurité pouvait nous détruire là-bas parce qu'on était tellement unis que, bon, c'était difficile à vraiment nous avoir. Mais malheureusement, bon, tout le monde est tombé dedans. Maintenant, pour ce qui concerne la question, je pensais que vous allez évoquer peut-être la question en tout cas l'impact des réseaux sociaux sur la cohésion sociale actuellement. Et surtout, bon, j'allais sur le volet où on a pas mal de coachs qui sont sur les réseaux sociaux en train d'induire les gens en erreur, surtout les femmes. Bon, une personne qui n'est même pas peut-être du Burkina, qui est ailleurs, mais que les gens suivent ici comme un modèle pour nous donner des conseils à vivre, bon, je trouve que vraiment c'est quelque chose qu'on devait plus, on doit trouver une solution parce que ça ne se voit pas comme ça, mais ça a un impact. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça. Merci. Merci. La parole à monsieur Zango. Ok. Merci. Donc, merci à la communicatrice. Merci pour cet exposé qui ne font que raviver en nous le rôle crucial de la femme au sein de notre société et dans ce contexte de crise. Moi, j'avais juste une contribution qui pourrait également, en tout cas, se terminer par une question ou une préoccupation. Il faut dire que, selon des documents officiels, les femmes participent à peu près pour 75% à la production vivrière au Burkina. Et le rôle de la femme dans l'économie n'est plus à démontrer, que ce soit dans les emplois, au niveau des entreprises ou à la maison, pour leur travail non rémunéré qui n'est même pas pris en compte dans le calcul de la richesse du pays. Parce que quand souvent elle est à la maison, on ne considère pas ce qu'elle fait. Pourtant, quand elle n'est pas là, on se rend compte qu'on ne peut plus rien faire. Dans ce contexte de crise également, nous avons vu que le rôle de la femme en temps de guerre ou en temps de crise a traversé les temps. Voilà, depuis les temps, j'allais dire, des royaumes, quand les hommes partaient pour faire la guerre, ce sont les femmes qui gardaient le village. Et quand il n'y a plus d'hommes pour aller au front, elles partaient elles-mêmes. On a vu également l'histoire des guerres mondiales, où c'est les femmes qui ont assuré les victoires des nations qui ont remporté, c'est-à-dire qu'elles étaient engagées au niveau des productions donc industrielles, pour assurer l'armement, pour assurer l'approvisionnement du front. Donc, pour dire que pour le cas du Burkina, on n'a plus besoin vraiment de démontrer le rôle de la femme dans la consolidation de la paix, dans la reconquête donc, des territoires. Et moi, ma préoccupation, c'est la femme était au centre donc, des préoccupations des politiques actuellement, en son temps.
De nos jours, je pense que la vision politique est, en tout cas, est parallèle à cette vision. Et moi, ma préoccupation, c'est de me demander, est-ce qu'on compte relier la politique nationale genre ou bien c'est une stratégie? Parce que je n'ai pas l'impression que le rôle de la femme d'il y a les années 87, je ne sens pas la révolution au niveau du justement dans la perception du rôle que la femme puisse apporter dans ce que nous vivons actuellement. Est-ce que vous qui êtes au ministère de l'Action humanitaire, est-ce qu'il est prévu la relecture de cette stratégie pour faire prendre en compte, parce que dans les faits, c'est comme je l'ai dit, le rôle de la femme n'est plus, que ce soit dans l'économie, dans les familles, dans la société de manière générale, et il faudra que les pouvoirs publics apportent tout leur soutien. Aujourd'hui, il y a surtout les projets, les ONG qui accompagnent les femmes. Mais on n'a pas l'impression que les pouvoirs publics font vraiment assez pour placer la femme justement dans ce rôle qui pourrait nous booster sur tous les plans. Merci. Merci bien. Nous allons demander à M. Sanfo de s'approcher. Je peux aller, merci bien. Pour moi, c'est juste une contribution. Ça me réjouit vraiment d'entendre Madame parler de Zambéné. Moi, j'ai une expérience de cette médiation dans ma famille. J'étais un gosse. Dans ma famille, dans ma grande famille, il y a eu un conflit entre un homme et sa femme, au point où ils étaient vraiment, comment ça s'appelle, ils étaient au bord du divorce, quoi. Ils étaient au bord du divorce. Il a fallu l'intervention d'un Dieu qui est venu dire que, mais vous ne pouvez pas vous divorcer. Appelez le truc. Appelez la petite sœur du monsieur. La petite sœur du monsieur est venue et il a pris une calebasse d'eau. Il a jeté sur la femme, que Zambéndé. Comme ça, le conflit, la famille s'est réunie comme ça. C'est devenu, même jusqu'à présent, quand on se rencontre, comment ça fait l'objet de nos distractions actuellement. Je pense qu'on doit perpétuer vraiment ce genre de pratique. Également, le Wemba. Il y a un autre exemple aussi d'une chefferie à Ouagadougou. Voilà, il y a un chef, il y a un vieux qu'on avait nommé chef, et entre-temps, on l'a décoiffé. Ben, c'était vraiment, comment ça s'appelle encore, c'était vraiment, ça crée vraiment l'animosité entre les trucs. Et il a fallu le Wemba de l'Alain, qui est venu, une dame, on la suivait comme ça, mais nous, on ne savait pas. Elle avait porté les attributs d'un chef guerrier et autres là. Elle est venue avec, avec tout son arsenal et autres là. Elle dit, aujourd'hui, je tranche. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre. C'est telle personne qui est devenue chef, telle personne, on avait enlevé ton chapeau, mais on te rétablit le chapeau. Et je crois que, après les vieux, on dit que, comment ça s'appelle, que entre la famille du chef qu'on a décoiffé et la famille du grand chef là, on doit créer une parenté à plaisanterie. Je pense que ce sont des trucs qu'on peut perpétuer vraiment pour la cohésion sociale. Merci bien. Merci bien pour vos questions. Nous allons toujours continuer avec les questions qui ont été posées sur la plateforme. Nous avons M. Rodrigue Sekone qui... Wow, c'est des longs messages, qui nous dit voilà, toute sa reconnaissance à Madame pour son exposé. Et il ajoute que la contribution de la femme dans les crises sécuritaires et politiques n'est pas toujours favorable à la cohésion sociale. Il est important de le relever. Donc, une contribution. Donc, les pressions sociales liées aux attentes de genre enveniment parfois les crises. Ici, on considère que socialement, les femmes sont les symboles de ce pourquoi elles se battent, et se battent du moins les hommes. Elles sont celles
là qui poussent les hommes dans la violence dans le but de laver leur dignité, leur pays ou leur religion. Les femmes elles-mêmes s'engagent parfois dans la violence avec pour objectif de jouer un rôle valorisant ou d'avoir un statut valorisant dans la société. Donc c'était une contribution, on peut dire. Et le deuxième internaute, oui, après les Salam Alek, il demande maintenant de savoir l'implication de la femme dans la résolution des conflits communautaires liés à la crise sécuritaire à laquelle nous faisons face actuellement. Comment est cette implication? Donc, j'aimerais qu'elle nous dise du haut de son expérience comment pourrons-nous associer la femme dans ces mécanismes sans aller à l'encontre de nos us et coutumes. Et aussi, ça doit être maintenant sa troisième question, nous parler des Amazones instruites par le gouvernement pour mener des activités de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Il dit qu'il aimerait que la communicatrice nous dise les difficultés rencontrées, par exemple, par ces femmes sur le terrain et quelles sont les mesures prises pour pallier à ces difficultés. Voilà, ce sont pour le moment ces questions que nous avons sur la plateforme. Donc, si Madame est prête, nous allons vous passer le micro. En tout cas, nous allons dire merci aux uns et aux autres pour les contributions et les quelques questions également. Nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Donc, je vais commencer par la question de M. Dieudonné. Voilà. C'est de vous rassurer que par rapport aux valeurs endogènes dont vous faites cas là, il faut dire même qu'au ministère de l'Action humanitaire, notamment même au secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre ensemble, là, il y a un certain nombre de valeurs endogènes du vivre ensemble qui ont été identifiées avec toutes les composantes, en tout cas, de la société. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de vouloir, avec le ministère de l'Éducation, on a déjà formé les enseignants et ça se poursuit même sur ces valeurs endogènes-là. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir des manuels d'éducation, des manuels qui vont prendre en compte toutes ces valeurs endogènes du vivre ensemble-là. Parce qu'on a commencé à former les enseignants parce qu'on s'est dit que si les enseignants sont formés, c'est eux qui vont relayer ces valeurs endogènes-là au sein des établissements, je vais parler auprès des élèves, puisqu'il faut commencer par, en tout cas, le bas âge, là. Il faut répartir à ça. Pour qu'un enfant puisse être, il veut dire, un homme bien demain, il faut bien sûr commencer par le bas. Et il faut qu'on réparte à nos valeurs endogènes. Et ce sont ces valeurs endogènes du vivre ensemble là, qui seront contenues dans ces manuels-là, qui seront vulgarisés auprès de ces élèves. Et c'est jusqu'au préscolaire même. Voilà, c'est vraiment aller à la base et puis en remontant. Et également, en tout cas, les autres composants nous seront également, en tout cas, mis. On va vulgariser ces valeurs-là auprès des autres composants. Puisqu'on a commencé avec les enseignants, on va sensibiliser les populations aussi à travers ces valeurs endogènes-là. Et c'est des valeurs vraiment qui ont été identifiées par presque tout le monde, on peut dire c'est tout le monde. Voilà, puisque c'était contenu dans un document qu'on voulait appeler Pacte du vivre ensemble. Voilà, mais bon, au regard aussi du contexte, comme vous le savez, il y a quand même des orientations. Si on veut aller bon, c'est pas essentiel, mais il y a quand même des orientations qui vous permettent aussi d'aller plus vite ici et puis aussi bien. On s'est dit qu'on allait en tout cas aller vers les manuels, ça, en tout cas en collaboration avec les enseignants. Si on les met dans les manuels, peut-être après même, on peut faire peut-être même des prospectus comme ce qu'on les fait là, et mettre à la disposition des élèves. Et ça va être vraiment, c'est à chaque fois, je sais qu'en me référant, c'est comme l'instruction civique qui est revenue. Voilà, nous on se rappelle que dans le passé, même quand, avant que l'enseignant même ne commence son cours, c'est quoi? C'est par l'instruction civique. Voilà, c'était jusqu'au primaire. Donc c'est un peu ça. Je pense que ces valeurs-là, si on arrive à concrétiser ça dans les manuels,
et qu'on arrive vraiment à vulgariser ça au niveau, en milieu scolaire et même partout, ça sera, à part contribuer bien sûr de l'État, en tout cas d'enseigner à ces enfants ce que c'est que le vivre ensemble, ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que la tolérance, ce que c'est que, en tout cas, l'acceptation mutuelle. C'est un ensemble de valeurs contenues dans ces documents-là qui seront mis en tout cas à la disposition des enseignants pour les vulgariser dans le système éducatif. Donc, à ce niveau, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à faire. ça va se gérer. Voilà. Par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur la femme, c'est ça la question? Si je ne me trompe pas. Hein? Ah, ok. L'impact des réseaux sociaux sur la cohésion sociale. C'est comme vous venez tantôt de le dire. Ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là qu'on doit prendre comme argent comptant. Puisqu'il y a aussi peut-être des informations qui, je ne sais pas, qui nuisibles. Voilà. Et vous avez bien fait de mentionner, parce que quand vous regardez, ce n'est pas pour dire que toutes les femmes sont comme ça. Mais nous, femmes là, on est beaucoup plus attirées sur les réseaux sociaux. Peut-être on voit des publications, peut-être on ne cherche même pas à savoir c'est vrai, c'est pas vrai. On prend pour l'argent comptant et peut-être on commence à envoyer ça un peu partout. Et ça, vraiment, c'est à éviter. Voilà, en tant que femme, si on veut vraiment promouvoir notre participation dans cette cohésion sociale, dans cette paix-là, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on prend sur les réseaux sociaux, à ce qu'on interprète sur les réseaux sociaux, ou bien à ce que même nous-mêmes on interprète sur les réseaux sociaux. Merci en tout cas pour avoir attiré notre attention. Par rapport à la politique nationale genre, il faut dire que nous ne sommes plus à la politique, elle a pris fin. Voilà. Après ça, il y a une stratégie nationale genre qui a été élaborée. Et rassurez-vous que j'avais parlé tantôt de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Voilà, c'est parce que le gouvernement, en tout cas, met ça au centre de ses actions, qu'il a même créé une direction chargée de, en tout cas, mettre en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il y a une direction et c'est géré par une dame. La direction générale même, c'est une dame qui a la tête. La direction technique également, c'est une dame. Et toutes les actions qui sont déclinées à travers l'agenda là, c'est vraiment promouvoir en tout cas, la participation de la femme. Ça met en place en tout cas le rôle de la femme dans cette recherche de paix là, dans cette recherche de cohésion sociale. Voilà. Maintenant, comment impliquer, c'était les internautes là. Ouais, on parlait de l'implication des femmes au regard des us et coutumes, si j'ai bien compris. De la cohésion. Bon, c'est tantôt je disais, les Amazones là, chacune a un plan d'action à décliner. Et pour pouvoir décliner ces plans-là, il faut quand même avoir des ressources, sinon ça va être difficile. C'est vrai qu'elles font déjà quelque chose, mais pour qu'elles arrivent à jouer pleinement leur rôle là, il faut vraiment financer, il faut en tout cas accompagner techniquement et financièrement les plans d'action pour qu'elles puissent en tout cas jouer pleinement leur rôle. Ouais, je pense que j'avais fait un peu cas des champs de paix. J'ai fait quand même des cercles de paix, j'ai fait cas également des associations de femmes. Voilà vraiment des instances quand même qui permettent aux femmes de montrer leur participation à cette recherche de paix là. Quand vous prenez par exemple les champs de paix là, c'est vraiment des cadres qui les réunissent en termes d'activités agricoles. Ça veut dire que le fait de cultiver ensemble et peut-être vendre ensemble, je ne sais pas moi, en tout cas, elles se retrouvent, c'est des cadres qui les permettent de se réunir. C'est un brassage, parce que vous allez voir, comme la plupart c'est dans les zones de retour. Imaginons quelqu'un, par exemple, qui a quitté Dori, peut-être qui avec, bon, c'est pour dire, je vais parler en termes d'ethnie. On peut se retrouver ensemble. Moi, je parle Moré, l'autre parle Fulfoude ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas les mêmes cultures. Mais le fait qu'on se réunit autour d'un champ commun, dénommé paix, un champ qui nous permet de nous brasser, un champ qui nous permet de mener des activités ensemble, un champ qui nous permet d'avoir plus d'opportunités, c'est quand même des
des exploits, en tout cas, à saluer. En tout cas, c'est un peu aussi le cercle de paix dont je parlais, qui est en expérimentation, qui va permettre également de gérer, en tout cas, les traumatismes que ces femmes ont vécu là. Voilà. Et également les associations de femmes. Aujourd'hui, les femmes sont réunies dans plusieurs associations. Et en tout cas, elles mènent des activités de consolidation de la paix. Voilà, c'est vraiment des instances, en tout cas, qui montrent l'implication de ces femmes-là, en tout cas, dans la résolution des conflits. Voilà. Le même internaute Oui. et demande, par exemple, si toutefois on veut s'allier avec les femmes pour pouvoir travailler dans l'élan de la cohésion sociale, comment on peut faire pour ne pas enfreindre à la justice? Parce que souvent, dans les cultures humaines, Ouais. pour faire telle chose, on ne doit pas se mélanger aux femmes. Moi, je sais que, dites-moi, dans une société, et la femme n'ignore pas ça, l'homme aussi n'ignore pas ça, l'enfant n'ignore pas ça. Dans une société, il y a des règles quand même établies que chacun tente de son mieux, en tout cas, à respecter. Moi, je me dis que si on doit avoir un cadre qui permet à l'homme et à la femme de travailler ensemble pour la cohésion sociale, je pense qu'en ce moment, chacun va voir de son côté qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne pense pas qu'on va vouloir aller au-delà ou bien enfreindre les règles de nos us et coutumes. Pas du tout. Ici, il s'agit d'avoir la femme à côté pour mener le même combat. C'est faire quoi? La recherche de la cohésion sociale, la recherche du vivre ensemble, la recherche de la paix. Il ne s'agit pas ici d'enfreindre nos us et coutumes. Voilà, nous sommes dans une société où tout le monde, en tout cas, sait qu'il y a quand même des règles qu'on doit respecter au sein de la société si on veut vivre, en tout cas, avec nos semblables. Voilà. Nous courons derrière, après du moins le temps. C'est vrai qu'il nous reste une vingtaine de minutes, pour ne pas dire 20 minutes. Mais pour le moment, on a une question d'un internaute qui est arrivé pendant vos réponses. Peut-être que nous allons prendre et peut-être venir maintenant continuer nos échanges en donnant la parole à notre chargé de programme. Malheureusement, on n'aura pas une seconde liste, mais je sais qu'on pourra, en tout cas, continuer à y échanger, même si c'est en off, parce que cette thématique, on ne peut pas finir de l'aborder. Voilà. Donc, maintenant, on me fait savoir que si je prends un internaute, il faudrait qu'en présentiel, je prenne aussi quelqu'un ici. Donc, comme la personne aussi est en train de réclamer, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, je lis la question de l'internaute. Sirpa Walamde Alain Yambeuro, qui nous pose la question de savoir comment les femmes peuvent-elles vraiment contribuer à la cohésion sociale avec les mécanismes locaux cités par Madame Nabaloum. À l'ère du modernisme, comment peut-on promouvoir, par exemple, les Zembende, les Wemba, les Pourtap, et puis lui il a mis B, voilà, Pourtapa dans la gestion des conflits. Donc, je vais vous permettre de répondre rapidement. Problème. Je pense que nous sommes déjà dans cette logique. Regardez les journées communautaires que les gens organisent à l'occasion des semaines du vivre ensemble un peu dans les régions. Les gens se réunissent là. En tout cas, il y a la parenté à plaisanterie, on fait des mets locaux. En tout cas, c'est vraiment réparti à nos valeurs endogènes du vivre ensemble. Et le Wema, c'est comme je l'ai dit là, le fait même de savoir que c'est une femme, même actuellement, c'est vrai qu'actuellement, le Wemba, c'est un homme. Mais comme depuis la 11e génération, il est dit que tu sois femme et que tu sois homme, tu es médiateur. Les hommes ou les femmes, jusqu'à aujourd'hui, là, ils travaillent en collaboration pour faire cette médiation. Et ça réussit bien. Ils ont réussi quand même à gérer des conflits
en tout cas, qui date. Donc, le modernisme ne peut pas empêcher, en tout cas, il y a des valeurs quand même. On sait que le modernisme ne peut pas mettre frein à ça, ou bien peut-être nous empêcher, en tout cas, de partir à ça. Parce qu'une femme qui réussit quand même à faire une médiation, à réconcilier, peut-être un père ou un fils qui peut-être qui bourre pendant peut-être 30 ans, ou bien peut-être dans un village, deux chefs qui sont en guerre, peut-être pas plus de 30 ans. Je pense que c'est... Voilà. Donc, je pense que il faut répartir à ça. Ça va vraiment aider. Parce qu'on le faisait bien dans le passé et ça marchait. Et aujourd'hui même, c'est vrai que c'est pas peut-être à un niveau qu'on veut, mais ceux même qui sont répartis dans ça, là, en tout cas, il y a des résultats quand même. Il y a des résultats. Je pense qu'il faut revenir à nos valeurs endogènes de vivre ensemble. Si on repart sur ça, on va y arriver. Merci. Merci. Donc, nous allons appeler notre blogueuse maison Yvette Arlette Ien pour qu'elle puisse poser sa question rapidement. Bonsoir. Merci à vous pour cette brillante présentation. Moi, j'ai pris le train en marche. Du coup, je ne sais pas si j'ai raté la partie, mais j'ai deux petites questions. Donc, la première, c'est de savoir en quoi la participation active des femmes peut-elle renforcer la cohésion sociale dans les zones en crise. J'appelle ici femme active une femme engagée dans une ou plusieurs activités génératrices de revenus. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir quels sont, selon vous, les obstacles spécifiques que rencontrent les femmes lorsqu'elles tentent de s'engager pour la paix et la cohésion. Les obstacles. Sa première question concerne la participation de la femme proactive dans la cohésion sociale. Elle dit une femme qui a plusieurs activités. C'est ça, une femme qui a plusieurs activités. C'est comme si vous... Hein? Ok. Voilà, c'est comme si on nous demandait aujourd'hui, en tant que peut-être femme fonctionnaire, comment on arrive à concilier vie familiale et le boulot. Voilà. Je pense que nous sommes dans une situation inconfortable qui est la crise, où chacun doit en tout cas apporter sa pierre en tout cas pour la consolidation de la paix. Et je pense qu'une femme, que ce soit une activité qu'elle mène ou que ce soit deux activités, l'importance ici là, c'est déjà même son engagement, son adhésion à cette recherche de paix là. Ça veut dire que si elle est engagée et qu'elle adhère à la recherche de paix, elle trouvera en tout cas un temps soit peu là pour en tout cas pour mener des actions en tout cas de paix. Une activité, bon, je me dis que ça ne doit pas être un blocage. Ça peut peut-être avoir des difficultés en tout cas dans la mise en œuvre des actions de paix, mais ça ne doit pas vraiment venir bloquer. Parce qu'on est dans une recherche de paix, on va trouver les moyens, on va développer des stratégies pour pouvoir apporter en tout cas un plus dans cette cohésion sociale. Voilà. La preuve, voilà, nous sommes tous ici. C'est pas qu'on n'a pas quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, mais on sait, c'est qu'on recherche, en tout cas, l'objectif commun là, c'est la cohésion sociale, c'est de vivre ensemble. Sinon, on pouvait peut-être à l'heure être à la maison en train de cuisiner ou de nous occuper de nos enfants. Voilà, je pense que quand on est engagé et l'objectif qu'on se fixe, là, on veut atteindre ça, je pense qu'on va en tout cas aménager notre temps. Même ne serait-ce qu'accorder un temps soit peu, en tout cas, pour apporter notre contribution. C'est important. Donc, ça sera en même temps interpeller les femmes. Il faut vraiment... C'est comme si je sais que si on a demandé la participation de la femme dans la cohésion sociale, peut-être c'est parce qu'à quelque part, on doute un peu de cette capacité de la femme-là à vraiment apporter sa contribution dans cette paix-là. Alors que l'histoire même nous dit que depuis des années, là, c'est une guerrière
En tout cas, elle se bat pour la paix. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a dit que la nuit porte conseil. C'est parce qu'à quelque part, nos hommes là, ils vont prendre conseil auprès de nous pour en tout cas pouvoir mettre en application, en tout cas au petit matin. Donc, hein? Bon, les célibataires. Ça va aller. Donc, la deuxième question, c'est vraiment les difficultés. Les difficultés, ça ne peut pas manquer. Parce que quand on est être femme, être mère, c'est pas, être en activité, être mère, tu veux gérer tes enfants, tu veux gérer ton mari, tu veux travailler. Les difficultés, ça ne peut pas manquer. Parce qu'il y a des obstacles qu'on va rencontrer. Vous allez, même les femmes qui sont dans les associations, peut-être que si vous les demandez, elles vont vous dire que peut-être au début, là, peut-être les maris n'étaient pas d'accord qu'elles soient dans l'association, ou bien peut-être que les maris n'étaient pas d'accord qu'elles se mettent avec telle femme ou en tout cas telle association pour en tout cas mener des activités. Mais c'est pas en tout cas le faire de force. C'est à toi, femme, d'amener ton mari à comprendre que toi, femme, là, tu as ta place, tu as ton rôle à jouer dans cette recherche de paix là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon? Ok, merci. Nous sommes vraiment talonnés par le temps. Nous allons sans faire une publicité, inviter M. Diallo Moussa à s'approcher pour nous donner ou bien présenter les objectifs phares du programme Initiative Espace Civique. Alors, merci beaucoup à Séverin Ouedraogo, notre modérateur du jour. Un grand merci à Madame Nabaloum, qui a fait une brillante communication. Très sincèrement, nous avons beaucoup appris. Ce n'est pas pour faire du politiquement correct, c'est la réalité. Et lorsque vous voyez également les commentaires et les observations qui ont été faites de part et d'autre, ça montre aussi l'importance de ce sujet il fallait nécessairement qu'on tienne une telle conférence. C'est vrai que la première date, c'était le 11 avril, où notre communicatrice nous avait fait faux bond à la dernière minute pour raison d'indisponibilité, pour raison de calendrier. Mais je pense que nous avons la bonne personne aujourd'hui également qui nous a fait une brillante communication et je voudrais vous demander de la remercier sincèrement par des applaudissements. Alors, en titre de rappel, cette activité, ce dialogue numérique, le troisième d'une série de 4. L'année dernière, nous en avions tenu 2. Le premier, c'était à Bobo-Dioulasso, sur désinformation et santé. Nous étions dans les locaux de l'IRSS, où nous avions visité les moustiques génétiquement modifiés. Nous avons passé une journée avec les chercheurs de l'IRSS. C'était franchement très intéressant. Le deuxième dialogue, c'était ici même en novembre dernier, avec un de nos collègues journalistes qui nous a entretenus sur crise sécuritaire et désinformation. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en cette période de crise sécuritaire et politique? Et aujourd'hui, nous nous orientons vers la femme, qui est tout, parce qu'elle est au début et à la fin. Ce que nous disons très souvent, comme vient de le rappeler Mme Nabaloum, c'est des conseils que nous prenons auprès de nos épouses, auprès de nos mamans, quelquefois auprès de nos filles, que nous sortons pour présenter. Donc, c'est une façon de rendre hommage à la femme pour sa contribution inestimable dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes, comme le disait Séverin, plus de 3,4 millions à être sur les réseaux sociaux. Nous nous informons principalement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et on constate qu'il y a tellement de dérives que nous devons voir également comment contribuer à réduire la casse. Une anecdote, nous étions à Ouaïguia l'année dernière et à la fin de la conférence, il y a un groupe de femmes qui nous a approchés et nous dit
écoutez, ce que vous êtes venu nous apprendre ici, c'était avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, avec le CGD. Et dit ce que vous êtes venu nous apprendre aujourd'hui, je ne souhaiterais pas que ça reste seulement ici entre nous. Trouvez le moyen de revenir nous former, nous les femmes, parce que je suis dans des groupes WhatsApp où il y a tellement de désinformations qui circulent que nous souhaitons que vous trouviez le moyen de faire une activité spécialement réservée aux responsables des femmes, aux associations féminines. Nous nous préparons à voir comment répondre à cette problématique. C'est une façon de dire, l'initiative Espace Civique, c'est un consortium d'OSC qui le met en œuvre. Hein. Il y a quelques partenaires ici, il y a par exemple le lead du consortium qui est représenté par DECAF. Je vois Laura au fin de la salle qui transpire. Il y a également le CIVDA qui est représenté avec Moyenga. Donc, c'est une façon de les remercier et leur dire à l'ensemble des participants que nous avons pleinement atteint notre objectif qui est de contribuer à réduire la désinformation, mais surtout, de voir comment promouvoir la cohésion sociale. Et promouvoir la cohésion sociale, nous ne pouvons pas le réussir sans passer par la femme. Et donc, aujourd'hui, je pense que je ne serai pas plus long que ça, comme le président viendra clore l'activité. C'est une façon de vous dire merci, infiniment merci. Et on se retrouve très, très bientôt sur d'autres thématiques. Nous avons des campagnes digitales en cours. Et en fait, dans les prochains jours, nous avons des panels et des conférences également sur cohésion sociale et désinformation qui ont eu lieu l'année dernière et qui pourraient se poursuivre cette année dans le mois de mai ou juin probablement. Nous avons également une cellule de fact-checking qui travaille depuis l'année dernière. Hier soir, nous étions ici à pareil moment pour relire un peu les articles de fact-checking sur lesquels les membres de la cellule ont travaillé. C'est une façon de dire que nous sommes pleinement dans les activités du projet Espace Civique, dont l'objectif est de contribuer à assainir l'espace numérique au Burkina Faso. Je vous remercie. Ok, merci. Et, Président, votre mot avant qu'on puisse se dire au revoir. C'est juste remercier Madame pour la brillante communication, notre partenaire DECAF qui est là avec nous. On s'excuse pour les conditions réelles de travail. Voilà, donc c'est vu nos conditions. Donc merci d'avoir souffert un peu pendant ces 1h30 avec nous. Mais nous avons beaucoup appris comme on l'a reconnu. Et je pense que nous allons travailler toujours à faire avancer les choses. C'est vrai, comme vous l'avez dit, la nuit porte conseil. Voilà pourquoi quand on est marié, on devient sage. Et c'est pour ça que pour gérer certaines affaires hier, il fallait être marié. On savait pourquoi. Donc c'est dire toute la grande contribution de la femme donc, à la marche de la société. Si la femme enlève sa main des piliers qui soutiennent la société, je pense que ça va s'affaisser. Ce n'est pas pour rien que les Mossides disent « Paglaïri ». Voilà. Donc, en tout cas, merci à toutes les femmes et de continuer à contribuer malgré les difficultés aussi. Donc, merci à vous et à la prochaine pour nos autres activités que nous aurons. Donc, applaudissements pour vous et pour nous aussi. Merci. Le président a très bien résumé, il a dit « Parlaïri ». Il a parlé en moré. Donc, je n'ai plus besoin de dire merci encore à la communicatrice, mais de rappeler tout simplement que nous avons eu à échanger avec Madame Nabaloum Yuma. Aminata, elle est administrateur des affaires sociales, chef des services de planification et de suivi-évaluation au secrétariat technique de la promotion de la paix et du vivre ensemble du ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Et nous avons
parler tout simplement de cohésion sociale au Burkina Faso. Quelle contribution des femmes dans un contexte de crise politique et sécuritaire. Le chargé de programme a dit ici, nous devons du moins travailler à réduire la désinformation et à promouvoir la cohésion sociale. Donc, ça doit être notre leitmotiv. Nous repartons donc avec des idées, des engagements et surtout l'envie de poursuivre ces dialogues au-delà de cette salle, dans nos communautés, nos, je dirais, espaces numériques et nos actions de tous les jours. Sur ce, je vous invite à la photo de famille, puis à un cocktail qu'on a partagé ensemble. Donc, merci et à très bientôt pour d'autres espaces d'échange citoyens. Merci, au revoir à toutes et à tous. J'oubliais, les célibataires aussi auront des conseils à prendre à quelque part.